Madame Gauvin-Picard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cet entretien. Vous êtes à la fois pédiatre, psychiatre, et pendant très longtemps, vous avez travaillé dans le centre antidouleur, le service ou l'unité antidouleur pédiatrique d'un grand centre de lutte contre le cancer. Donc pendant plus de 10 ans, vous avez été en contact avec ce problème de la partance de jeunes enfants. Vous avez accompagné et aidé plus de 500 enfants et leurs familles dans ce très douloureux moment. En préalable, je crois qu'il faut dire que pour aborder ce difficile problème de la partance des enfants, il y a deux préalables. L'un, que l'enfant puisse bénéficier d'une ontalgie optimale, et le deuxième, que les parents, que toute la famille, que les gens qui sont autour étaient loyalement informés de la situation. Vous avez donc accompagné très souvent des enfants dans ces moments difficiles. Avez-vous là un souvenir particulier? Alors je me souviens d'un matin où la neige était tombée et j'étais dans la chambre d'un enfant et sa maman arrive au milieu de la visite et elle se précipite vers les stores pour montrer à son fils la neige. Et le petit l'a rabroué, il n'était pas du tout intéressé, il n'était plus intéressé par la neige. Et cette scène m'a montré combien l'enfant, lorsqu'il avance vers la mort, rétrécit son centre d'intérêt. Et ces centres d'intérêt vont se... C'est pas qu'il y ait une diminution des capacités à investir le monde, mais il y a un rétrécissement du centre d'intérêt et ce qui est pour lui à ce moment-là le plus important, ce sont ses proches, les plus proches. Donc finalement, lorsque l'enfant dans cette phase de fin de vie sort de l'action, ne se sent plus capable de vivre son corps, finalement, il se retranche dans l'être et a besoin de la présence de l'entourage. Alors, il est dans l'être plus que le faire, puisqu'il ne peut plus faire, mais il a aussi vraiment besoin que l'entourage lui donne à la fois des échos du monde et puis lui témoigne de sa fidélité, de son amour jusqu'au bout, quoi. Et là, dans l'histoire que vous nous relatez, l'enfant ne s'intéressait plus à la neige qui tombe. Et quand on sait combien les enfants sont avides de tels spectacles, normalement, ils se collent aux vitres pour voir un petit peu ce qui se passe dehors. Cela témoigne que l'enfant, finalement, se replie sur son intérieur et finalement ne veut plus trouver qu'un cocon avec l'entourage pour se centrer sur son vécu intime. Oui, mais ça dit aussi autre chose, c'est un message adressé à la mère, c'est-à-dire ne t'intéresse pas à la neige, alors, il faut que tu t'intéresses à moi maintenant. Et alors, est-ce qu'il y a une prescience que ça ne va pas durer longtemps, qu'il faut qu'on profite mutuellement de toi et de moi mais en tout cas, il y a c'est presque une avidité du contact avec la mère. Et vous parlez dans vos écrits de la constitution d'une bulle. L'image est très belle. Pouvez-vous nous la décrire, cette bulle? Alors là, c'est la première étape de la fabrication de la bulle. C'est le moment où tu ne t'occupes pas de ce qui se passe à l'extérieur, tu t'occupes de moi. C'est à moi que tu dois t'occuper. C'est de toi dont j'ai besoin. Et c'est toi mon pilier. C'est toi, oui, on pourrait parler de pilier de tente, hein, essentiel. Voilà. Finalement, c'est un nid. Alors, il va se constituer progressivement. Il va falloir que la mère prenne l'habitude d'être docile. Il va falloir qu'elle accepte d'être modelée par son fils. Et l'enfant va y aller parfois de façon un petit peu comme lançant une espèce de harpon à sa mère, hein, pour lui dire oh, tu viens,
c'est toi dont j'ai besoin et tu restes là. Je ne veux pas que tu parles d'autre chose, je ne veux pas que tu te concentres sur la politique, sur les événements. C'est de moi que tu dois t'occuper maintenant. Donc la mère doit abandonner toutes ses activités, s'oublier complètement et oublier aussi le reste de la famille, se centrer uniquement sur l'enfant. C'est ce qu'il semble désirer. En tout cas, dans les moments où elle est en interaction avec lui. Hein, bien sûr, il y a des moments où il va dormir, il y a des moments où elle va pouvoir s'éloigner pour sa propre vie. Mais effectivement, dans le contact avec lui, c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce que ce rôle est purement dévolu à la mère, ou est-ce qu'il peut y avoir une autre personne? Par exemple, est-ce que le père peut également faire bulle avec l'enfant? Est-ce que vous avez des expériences de ça? Alors moi, je n'ai jamais vu de père faire bulle. Alors c'est vrai qu'à l'hôpital, on ne voit pas beaucoup les papas. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils fuient, mais ils ont aussi des contraintes. Il faut quand même faire tourner la maison par derrière, et puis il faut quand même gagner des salaires. Bon. Donc ils ont des contraintes. Mais j'ai jamais vu de père capable de faire bulle. D'accord. Et est-ce que vous avez vu des enfants pour lesquels la bulle ne s'est jamais faite avec la mère? Est-ce que, et est-ce que dans ce cas-là, comment se comporte l'enfant dans cette fin de vie? Alors effectivement, il y a des mères qui n'arrivent pas à faire bulle. Ce sont souvent des femmes qui ont une espèce de rigidité dans la contenance et qui ne vont pas réussir à se laisser colonisés par l'enfant, qui vont à un moment dire j'en peux plus, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, et qui vont éventuellement évoquer la possibilité d'une euthanasie. Donc, lorsque la bulle est vraiment très, très prenante pour la maman, est-ce qu'il ne risque pas y avoir un sentiment d'abandon par la fratrie? Est-ce que les autres enfants peuvent ne pas se sentir mal aimés, abandonnés? Non, enfin, ça doit sans doute être difficile dans la fratrie, la maman qui n'est pas là, le drame qui est en train de se préparer, c'est sûrement difficile. Mais je pense que les autres enfants perçoivent l'intensité de l'amour que la mère apporte au petit, à celui qui est malade. Et dans une famille, on ne peut pas être jaloux de ça. Oui. Et est-ce que vous avez remarqué, est-ce que peut exister ce phénomène de bulle entre un adolescent et un de ses parents et sa mère? Ah non, ça c'est pas possible. L'adolescent a passé toute sa vie à se construire pour être autonome, pour se séparer de ses parents et en particulier de sa mère. Il peut pas faire ce retour-là, quoi. Donc il va avoir par exemple une relation privilégiée avec une infirmière, il va avoir un copain de lycée qui va peut-être venir le voir plus régulièrement, ils vont avoir de longs conciliabules tous les deux, mais pas avec la mère, non. La présence se fait, besoin de se faire, mais avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, oui. Et ça ne sera pas forcément une bulle, je crois. Oui. Ce sera la possibilité de parler, de se sentir bien, de se sentir compris, mais pas forcément une bulle. C'est l'accompagnement. Oui. Oui. Pour en terminer avec ce phénomène de bulle, qu'est-ce qu'il en est pour les soignants? Est-ce que c'est facile pour un soignant de rentrer dans ce contexte? Ah ben les soignants doivent apprendre, hein. Ils doivent être là, ils apportent quelque chose, un comprimé, un thermomètre, un médicament, un changement de perfusion, mais eux ils arrivent et puis ils repartent. Alors il va y avoir quelques mots échangés, il va y avoir un peu de complicité, mais les soignants sont très tangentiels à la bulle. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas risque qu'un soignant, voyant un enfant non accompagné par l'entourage familial, essaie de faire bulle avec lui? Je
crois pas qu'un service le laisserait faire d'un certain point de vue, parce que à ce moment-là, c'est une dérive émotionnelle, Oui. et je crois que le cadre infirmier interviendrait. Hein. Les professionnels sont des professionnels et ils ne peuvent pas s'immiscer comme ça dans l'intimité d'un enfant. Ça ne serait pas toléré dans le service, je pense. D'accord. Même un enfant qui manquerait de présence, qui serait un petit peu seul. euh, Alors, actuellement, dans les services, il y a des personnes qui viennent faire des visites aux enfants. Il y a les clowns, il y a un certain nombre d'associations. Et à ce moment-là, ce serait plutôt avec un bénévole que ça pourrait se faire, mais pas avec un professionnel. D'accord, pas avec Mm. quelqu'un Non. du service, pas avec Mm. un soignant. Et lorsqu'approche donc le moment fatidique de la mort, l'enfant va poser des questions particulières, les parents vont poser des questions particulières. Comment se passe la phase terminale, la partance en elle-même? Alors, du côté des parents, en règle générale, quand on sent que ça approche, on va commencer à poser des questions sur qu'est-ce qu'ils ont prévu, comment ça va se passer, où est-ce qu'ils savent s'il va être enterré, est-ce qu'ils ont un scénario pour l'après-décès. Et donc c'est un entretien qui est bien sûr très délicat, hein, mais on va essayer d'explorer ce qu'ils ont construit pour après. Parce qu'en fait, est-ce qu'il sera enterré dans le cimetière de la grand-mère, près de son grand-père qu'il aimait beaucoup? Enfin, on va essayer de trouver ce que la famille a construit autour pour ça. J'imagine que les parents se refusent, butent contre ce mur de la mort et... Non, il y a un moment donné, je ne sais pas, c'est 3-4 jours avant le décès, on arrive à pouvoir parler de ça avec les parents. Et ça permet aussi que tout ce qui va se passer après le décès, ce soit réglé et que les gens puissent le vivre dans la concentration, pas dans l'éparpillement, de travailler pour que les gens soient préparés et puissent vivre de façon concentrée cet événement. Et c'est vous qui les mettez en condition en leur disant que vous trouvez que l'état de l'enfant s'aggrave, que l'issue est prochaine, que... Oui, avec le temps, on a pris cette habitude-là, avoir un entretien. On essayait de faire venir le papa aussi, Oui. et puis la surveillante, avec Oui. la surveillante. Hein, et on avait là une discussion à 4-5 pour leur demander comment ils voyaient les choses, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller dans leur sens, enfin, et pour que ça ne soit pas l'éclatement de l'horreur, quoi. Donc il s'agit de mettre des mots, de commencer à percevoir psychiquement ce qui va se passer pour qu'il n'y ait pas l'éclatement de l'horreur. Voilà. Oui. Et ça, Philippe Forest en parle très justement dans son livre L'enfant éternel. Et il dit que lui n'a pas fait de bulle, mais a pu ensuite construire un théâtre de papier pour faire continuer à vivre sa fille décédée. Et c'est très beau, ce livre est vraiment très beau. Est-ce que l'enfant, lui, quand il sent ce moment ultime arriver, pose des questions particulières? Est-ce que... Non, je pense... Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il intensifie sa demande affective. Oui. Hein. Et parfois aussi, il demande à voir ses frères, ses sœurs, son père, ou quelqu'un qu'il aime particulièrement dans la famille. Et il demande des visites. Il ne pose pas de questions sur son après. Qu'est-ce qui va advenir de lui? Est-ce qu'il va être accueilli quelque part? Quel est cet ailleurs vers lequel il va? Alors, chez les enfants qui font partie de familles avec des traditions religieuses, ces traditions aident l'enfant.
l'enfant va aller au ciel auprès de la Vierge, ou bien dans une autre civilisation, il va y avoir des récits qui vont être donnés. Mais il va y avoir aussi une personnalisation pour l'enfant. Par exemple, l'enfant va dire qu'il va rejoindre la grand-mère qui est décédée. Peut-être les parents commencent à lui dire qu'il ne sera pas tout seul parce qu'il y a tel grand-père et puis il y a un tel, tu vas les revoir. Et donc ça fait partie aussi de l'accompagnement. D'accord. Donc, aider l'enfant à imaginer finalement, et à ne pas aller vers En tout cas, l'idée qu'il ne sera pas tout seul. oui. Je pense que la terreur d'un enfant, ce serait qu'il pourrait être tout seul. Oui. Madame Gauvin-Picard, que diriez-vous de particulier sur ce moment de la partance d'un enfant? Finalement, dans ce que vous nous avez décrit, le phénomène de la bulle, le phénomène d'un imaginaire que l'on donne à un enfant au moment où il va partir, c'est la présence. C'est trouver des métaphores pour qu'il emporte avec lui une présence continue au-delà de la mort. D'accord. Que finalement, c'est un passage et que rien ne s'arrête. Et que l'accompagnement sera... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ses parents l'auront toujours dans leur cœur, dans leur mémoire, qui sera toujours là dans la famille. La question après, c'est est-ce qu'il va être accueilli de l'autre côté? Et là, je crois qu'il y a beaucoup de traditions qui le proposent à l'enfant, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cet entretien.